Voilà, madame, monsieur, bienvenue sur Afrique Sport, sur Afrique Média, l'actualité de tous les sports sur le continent et à travers le monde. On va y aller pour aller voir ce qui se sera passé tout au long de la semaine avec quelques perspectives, effectivement. Restez branchés parce qu'il y aura beaucoup de choses au menu de cette édition qui parlera de football, de basketball. On parlera même de course paramilitaire et on ira faire un zoom sur le karaté sur la région zone 4 Afrique centrale avec un des responsables qui sera notre invité sur ce plateau. Et sans autre forme de procès, on va y aller au pas de course avec le Sénégal d'abord et la course paramilitaire qui s'y est déroulée en début de semaine. Tout de suite ce reportage. Il vient de remporter l'épreuve principale, une distance de 12 km qu'il parcourt en 31 minutes. Le circuit a été long et parfois parsemé d'embûches, ce qui n'a pas entamé l'ardeur du pompier qui remporte l'épreuve pour la 5e fois consécutive. Ça a été un peu élancé au départ avec une légère pente. Bon, alors il a fallu que me forcer et amener le peloton. Évidemment, je suis marié, père de 5 enfants, mais mon secret, c'est l'entraînement et la récupération. Cette année, les pompiers se sont encore illustrés. En plus de l'épreuve des garçons, ils ont remporté la Coupe des Coupes et sont arrivés 2e au classement par équipe, derrière la zone militaire numéro 2. Organisé chaque année dans une région, ce cross est important à plus d'un titre. Premièrement, au plan individuel, de développer les capacités d'endurance et de résistance du soldat. Deuxièmement, au plan collectif, elle constitue un test permettant de situer en permanence la valeur de l'entraînement militaire dans les unités. Chez les filles, Sophie Silla a remporté la mise. La fin de la course a été marquée par cette image. Un quinquagénaire qui fait 12 km aux côtés des jeunes. Difficile, certes, mais il y arrive quand même, en fermant le peloton. On va aller en Algérie parler de marathon, un marathon dit du Sahara qui a connu la participation d'environ 400 athlètes là-bas. C'était un événement assez inédit sur lequel on revient à travers ce reportage de la télévision publique algérienne. Plus de 400 participants ont pris part au Sahara Marathon qui s'est déroulé hier au camp des réfugiés d'El Ayoun. Une course comprenant 3 étapes, 42 km entre les camps d'El Ayoun et de Smara, 21 km entre Ousserd et Smara et une dernière étape de 10 et 5 km autour du camp de Smara, soit un total de 78 km. Les participants sont venus témoigner à travers cette manifestation leur solidarité et leur soutien à la cause sahraoui. Nous sommes là pour prendre part aux festivités commémoratives du 37e anniversaire de la proclamation de la Raste et également pour affirmer l'existence du Sahara occidental. Je suis venue de France, je participe à ce marathon pour soutenir la cause sahraoui. Un public nombreux est venu assister à ce rendez-vous sportif baigné dans une ambiance festive. On est là en solidarité avec le peuple sahraoui. Le jour de la victoire que nous attendions est imminent. Organisé à l'occasion du 37e anniversaire de la naissance de la République arabe sahraoui, le Sahara Marathon a vu la participation de nombreux étrangers venus soutenir la cause sahraoui. On va parler de basketball à présent sur le plan africain et c'est au Tchad que nous allons découvrir ce qui se sera passé. Là-bas, les autorités sportives en charge du basketball ont pour mission de contribuer à la promotion du basketball à la base, comme nous le révèle cet élément tout de suite. Les activités marquant l'ouverture des centres d'animation de basketball pour la ville de N'Djamena est officiellement lancée. C'est en présence du gouverneur de la ville de N'Djamena, des membres de la Fédération nationale de basketball et bien d'autres invités. 2 centres d'animation de basketball ont reçu à cette occasion des ballons et des équipements sportifs. La Fédération nationale de basketball entend ainsi doter le Tchad des basketteurs pour des compétitions à l'échelle internationale. Mieux encore contribuer à la promotion de cette discipline dans les 10 arrondissements de la capitale et partant sur l'ensemble du pays. La Fédération tchadienne de basketball voudrait par rapport à son mandat quadriennal, contre vents et marées, mettre en place des centres de basketball pour le moment dans la commune de N'Djamena et plus tard dans toutes les régions du pays. Le ministère de la Jeunesse et des Sports envisage d'ores et déjà mettre tout en œuvre pour la réussite des activités. Il s'agit entre autres de doter les différentes délégations des équipements sportifs.
Le soutien du sport à la base ne peut se concrétiser qu'avec la participation des partenaires nationaux et internationaux. Une attention particulière sera portée sur l'harmonisation de nos actions, prenant en compte la décentralisation en marche dans les régions. La participation du Tchad aux compétitions internationales sera l'une des priorités du département en charge du sport afin de donner à la jeunesse la chance de s'affirmer sur l'échiquier régional, continental, voire mondial. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Jeunesse et du Sport salue les efforts que déploie le pouvoir public pour le développement et la promotion du sport. Des efforts axés sur les structures d'accueil et les sessions de formation. Voilà, la Côte d'Ivoire à présent avec la course à la participation, ou on va dire à l'organisation des prochains Jeux de la francophonie. Vous le savez, le pays est lancé dans une opération de redéploiement sur le plan international et le sport, à cet effet, peut constituer un excellent moyen de redistribution des cartes. Alors, il y a une importante délégation du sport ivoirien qui était récemment à Paris pour essayer de défendre la candidature ivoirienne pour l'organisation de la 17e édition des Jeux de la francophonie. Et là, l'attribution officielle sera connue le 15 mars prochain, comme nous le révèle cet élément de la télévision publique ivoirienne à travers le reportage de Cathy Touré. 817,5 points contre 714,7 points sur 1000. La Côte d'Ivoire dévance le Tchad de 102 points dans la compétition pour l'organisation de la 8e édition des Jeux de la francophonie prévue en 2017. L'information a été rendue publique en début de mois de février à Nice, en France, en marge de la 9e édition du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux après l'audition des deux pays. La présentation ivoirienne étant assurée par les ministres Alain Lobognon des Sports et Maurice Bondama de la Culture, accompagné de Mamadou Touré, conseiller technique chargé des sports auprès du président de la République. La note des experts tient compte du dossier de candidature rédigé par chaque pays en fonction du cahier de charge de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans cette rubrique, la Côte d'Ivoire a encore été la meilleure. La visite des installations au mois de janvier dernier a constitué le deuxième niveau d'évaluation. Toutefois, le rapport des experts ne marque pas la fin du processus de désignation. La décision définitive sera connue le 15 mars prochain à Paris. Nul doute qu'avant cette date, les pays candidats poursuivront leurs efforts de promotion. Cathy Touré du service des sports de RTI 1. Voilà, donc on ouvre à présent l'abondante page réservée au football et notamment les coupes africaines qui en étaient rendues il y a 2 semaines à la phase préliminaire. Les matchs allés ce week-end devront se disputer justement les matchs retour de ces compétitions-là. Et on va aller voir d'abord ce qui s'est passé au Niger avec ces images de la visite du président de la Fédération nigérienne de football à l'équipe Olympique FC qui avait perdu, souvenez-vous, son match aller face à la formation de JSM d'Algérie. Le match retour qui doit avoir lieu ce week-end même, c'est un challenge difficile à relever finalement parce qu'ils ont perdu 0 but contre 3. Mais le président de la FENIFOOT leur a rappelé que c'est bel et bien jouable comme il l'avait déjà réussi face à une équipe libérienne. On va justement aller écouter d'abord l'entraîneur adjoint de cette formation de olympique de Niamey qui a donc dû bénéficier également d'un don offert par la fédération de son pays. Moi, je pense bien qu'on a eu une dizaine de jours, on a travaillé ces manquements, on les a améliorés et nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, on est capable de ne plus les éviter et maintenant de les positiver. On a 3 buts à rattraper. On est obligé de sortir pour chercher à la première mi-temps au moins ça a marqué 2 buts. Donc on est obligé d'ouvrir sans pour autant laisser le derrière vide aussi. Ça sera un couteau à double tranchant. Mais moi je pense bien qu'au vu des 2 matchs de championnat qu'on a pu disputer, on a pris beaucoup d'enseignements. Et si, après demain, vendredi plus précisément, les joueurs restent constants, stables et respectent surtout mes consignes, je pense qu'on va sortir un grand match. Tout espoir est donc permis vu le niveau des joueurs de l'Olympique Football Club pour mener à bien ce match retour qui se tiendra ici même à Niamey.
Voilà, donc on leur souhaite de renverser la vapeur, quelque chose qui sera bien difficile. La République démocratique du Congo et la formation du cercle sportif Don Bosco, qui a également engagé une excellente préparation en vue de son match retour face à une formation d'Afrique du Sud. Et là-bas, on va aller le voir également, ce ne sera guère facile, mais ils y croient quand même, comme l'illustrent ces éléments de reportage avec les réactions des acteurs de la formation du CS Don Bosco de Kinshasa. La défaite, la reprise des entraînements était ce mardi. Je crois que les séances se passent très bien. Les joueurs sont conscients de ce qui nous attend en Afrique du Sud. On a travaillé beaucoup sur le plan de la condition physique, sur le plan technique et tactique. Je crois que ce qui est plus important, c'est qu'on va travailler beaucoup le mental des joueurs parce qu'on va jouer à l'extérieur. Il nous faut beaucoup de motivation, beaucoup de vivacité et beaucoup de volonté. On essaie d'abord d'oublier les matchs passés. L'objectif reste le même, c'est de se qualifier pour poursuivre notre championnat. On s'entraîne encore dur parce qu'on sait que ce ne sera pas facile là-bas. Voilà pourquoi on essaie de battre un peu encore plus dur pour aller faire quelque chose de très bon là-bas et obtenir la qualification de continuer notre course. Alors le message pour les fanatiques de cercle sportif Don Bosco qui ont été blessés lors de la match aller. Oui, pas seulement eux blessés, nous tous qui continuent toujours à croire à leur équipe. Nous, on continuera toujours à faire notre boulot, à s'entraîner dur. On ne va pas laisser tomber les bras. On va toujours continuer à se battre. Qu'ils restent de cœur avec nous, qu'ils prient pour nous, qu'ils intercèdent pour nous, parce qu'on a besoin de toutes les chances, en tout cas, pour obtenir la victoire là-bas. La Coupe d'Algérie, toujours en football, on retourne là-bas avec cet élément qui nous arrive à l'instant donc de l'étape des huitièmes de finale. Ça dure quelques secondes simplement pour vous permettre de se régaler de ces buts qui ont été marqués là-bas. De la musique au sport pour parler de la Coupe d'Algérie de football et les matchs de huitièmes de finale disputés aujourd'hui. On connaît les premiers qualifiés. Tout à l'heure, vous avez pu suivre le match qui a opposé le Mouloudia d'Alger à l'équipe de Aïl Beda, le MCA qui s'est imposé par un score de 3-0, lui permettant ainsi d'accéder au quart de finale avec les deux autres gagnants de cette première journée des huitièmes de finale. Il s'agit bien évidemment du Wydad de Tlemcen et du Mouloudia d'Oran. On revient sur les rencontres qui se sont disputées au Cameroun en phase allée des préliminaires des Coupes africaines. Notamment, on va d'abord aller regarder ce qui s'est passé au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé avec cet élément concernant le club Unisport du Cameroun, donc qui était opposé à une formation de deuxième division venue du Mali qui est venue réaliser pratiquement un hold-up comme nous le révèle cet élément de M. Wilfried Kotouo de la télévision publique camerounaise. Les Maliens peuvent laisser exploser leur joie. Ils ont réussi le hold-up parfait. Le coup d'assommoir à l'ultime minute de la partie. Boubacar Diarra inscrit le but de victoire de l'US Bougouni. On était venu pour remporter les 3 points. Dieu merci, on a remporté les 3 points. On a eu un conseil, un consigne qu'on devrait respecter. On devrait réagir à la dernier moment, ce qui a été fait. 1-0 en défaveur du club du Onkam. Le score est loin, mais alors très loin de refléter l'ensemble de cette rencontre, largement dominée par Unisport. Que d'occasions de but vendangées durant cette partie. Fousso, bien servi par Bakindé, se rate face à Fomba Yakuba. La tête cadre de l'avancement d'Unisport trouve la claquette de Fomba Yakuba. Le coup des misères offensives de l'Unisport du Onkam, le pénalty raté de Raymond Kouyaté. Les poulains de Pierre Ndjilindengue vont devoir de toute urgence se remettre à l'école de l'adresse face au but. Le haut niveau est très compliqué, très complexe. Quand vous ratez autant d'occasions de but, plus un penalty,
Et il peut arriver une erreur de concentration. À haut niveau, ça ne pardonne pas. C'est pour ça qu'on prend ce but. Mais je crois que le football est ainsi fait. Il va falloir qu'on continue à travailler. Il est apparu dans le jeu de l'e-sport du Oncam un manque criard de rythme, un fond de jeu inexistant. Le club du Oncam n'a-t-il pas pâti quelque part du début tardif du championnat? Il y a aussi le début tardif qui nous menace aussi. Et puis l'équipe est jeune, on a les nouveaux joueurs, on ne se connaît pas encore. Et nous sommes seulement à 2 matchs et je crois quand même qu'avec le temps ça va venir. Au match retour, l'e-sport du Oncam doit absolument gagner au Mali pour poursuivre son aventure africaine. On a remarqué qu'ils avaient des difficultés sur le plan technique. Là, on va mettre un pressing là-bas. On sera obligé d'aller jouer pour essayer d'arracher cette qualification. Coach, il faudra aussi réarmer ces enfants psychologiquement. Quel est le discours que vous allez leur tenir? Un discours de guerrier, un discours disant que rien n'est impossible, que tout est possible en football. Et que c'est vrai, ils ont marqué un but dans les toutes dernières minutes. Nous aussi, on peut le faire chez eux. Donc, il faut positiver. Il faut positiver de telle manière qu'arriver là-bas, on peut faire autre chose. Dominés mais victorieux, les joueurs de l'US Bougouni croient Dieu comme fer qu'ils vont s'abreuver à l'eau de la qualification au retour. Avec l'aide du bon Dieu, ça ira. Et vous comptez sur quoi? Sur notre collectivité. L'équipe qui est athlétique, qui aime les balles balancées, parce que c'est ce qui nous a posé un peu de problème. Mais on va avoir la solution pour y remédier. L'US Bougouni est un club malien de division 2, détenteur de la Coupe du Mali. Le club compte bien franchir un palier sur la scène continentale cette saison. Match retour dans 2 semaines difficiles en perspective pour le club du Oncam. Voilà, on verra bien s'ils parviendront à renverser la vapeur, comme on le dit dans le jargon, parce que ça risque d'être bien difficile. Mais ils ont cette possibilité parce que, se rappelle-t-on, Pierre Ndjelindengue se révèle être quand même un entraîneur qui a souvent les bonnes solutions. En revanche, ce sera toujours aussi difficile pour la Panthère de Bangante du Cameroun toujours, ou alors l'Union de Douala qui ont disputé leur match aller également sur le terrain du stade de la réunification de Douala. Malheureusement pour les journalistes accrédités pour la couverture de cette rencontre-là, les choses n'ont guère été facilitées par le fait quand même d'une intrusion opérée par des éléments des forces de l'ordre. Voici ce que nous en dit un confrère de la CRTV du Cameroun. Sauf à être un devin ayant la capacité de lire à travers une boule de cristal, aucun des nombreux journalistes accrédités pour la couverture de la rencontre internationale de ce samedi à Douala ne pouvait s'imaginer le sale temps que leur corporation devait vivre une dizaine de minutes après le coup d'envoi donné par les arbitres centrafricains. Tout commence pourtant bien, et pour la Panthère et pour les journalistes qui travaillent d'arrache-pied. D'autant plus que dans l'ère de jeu, le Zuimanto est dominateur sur toute la ligne. Dès l'entame, il sort ses griffes, mais est encore lent à achever l'adversaire. Aux premières, 8e et 10e minutes, Anang et Fodou échouent devant le gardien tchadien. Seul le coup franc d'Aaron de l'export de Diabna est porteur d'espoir pour les visiteurs. Coup de théâtre, on joue la 12e minute. Un monsieur en tenue civile, se présentant comme étant colonel de l'armée, somme la presse de ne plus filmer la partie. En face, on lui oppose sagement une résistance par la non-violence. Malgré cette attitude plutôt responsable de la presse, l'homme remue le couteau dans la plaie. Il n'y a aucun branding Dakar. Il n'y a rien. C'est comme ça que vous tuez les pays. Il n'y a rien là. On ne peut pas le tirer. Vous en liez. Il n'y a rien là. On ne peut pas le tirer. On ne peut pas le tirer. Le colonel qui surprend même les autorités administratives, plutôt muettes et un brin complice, revient à la charge. Il reçoit des alliés de la police. La situation dégénère. C'est le sauve qui peut. Journalistes, caméramens et autres photographes sont roués de coups et interdiction leur est donnée de continuer leur travail. C'est sur ces entrefaites que la Panthère, en deuxième mi-temps, marque 2 buts que la presse ne montrera jamais au public camerounais qui s'en serait bien délecté. C'était un match de foot, mais on s'est retrouvé en plein procès kafkaïen. Sans avoir rien fait de mal, les journalistes invités à couvrir le match se sont vus imposer la ciguë au nez et à la barbe de tous. Bien dommage. Voilà, le Cameroun qui s'illustre toujours par des pratiques antisportives. Cette fois, ce sont les reporters sportifs qui ont maille à partir avec quelques autorités
finalement un mal de publicité. Afrique Sport sur Afrique Média, la télévision panafricaine. La suite, c'est avec cet entretien accordé par le président sortant de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou, sur la chaîne France 24. Vous le savez, le 10 mars prochain, ce sera une élection pratiquement sans enjeu, comme le conviennent les observateurs à la tête de la Confédération africaine de football, parce qu'il devrait vraisemblablement se succéder à lui-même, un 7e mandat convoité aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi il a envie de se pérenniser, on va le dire, à la tête de la CAF. En tout cas, voici l'entretien exclusif réalisé par nos confrères français avec le Camerounais Issa Hayatou à la tête de la CAF. Tout de suite. Monsieur le Président, bienvenue. Merci beaucoup. Le 10 mars, vous briguerez un nouveau mandat à la tête de la CAF. Comment expliquer le fait que vous soyez le seul candidat en lice? Bon, de toutes les façons, on ne force personne. Si les autres ne se sont pas présentés, je ne peux pas vous expliquer. D'abord, ce n'est pas exact que je sois seul candidat. Effectivement, toute tendance porte à croire que je serai seul candidat, mais l'affaire est au niveau du TAS. Parce que l'autre candidat qui voulait venir, au vu des réformes que nous avons opérées au sein de la Confédération, le comité exécutif l'a disqualifié. Et justement, parlons-en de ces réformes. Cet homme, c'est l'Ivoirien Jacques Anouma qui souhaitait se présenter contre vous. Il ne peut pas se présenter car vous avez changé les statuts de la CAF. Pourquoi les avoir changés? Pourquoi avoir changé la règle du jeu? Mais comment? On n'a pas changé la règle du jeu. Depuis que la CAF existe, depuis 1957, chaque année on a des modifications. C'est pas parce qu'on a eu à modifier les statuts que vous pouvez dire qu'on a changé les règles du jeu. Non. Il ne peut pas se passer un congrès sans qu'il y ait des réformes. Et c'est toutes les structures de la Confédération, tous les textes de la Confédération, statuts, règlements généraux, règlements d'application qui ont été revus aux Seychelles. Donc je ne vois pas pourquoi les gens se sont accrochés sur un article de ces vastes mouvements pour pouvoir dire que nous avons changé les règles de jeu. On n'a pas changé les règles de jeu. La CAF est faite, elle n'est pas statique. Alors en tout cas, vous allez être réélu a priori, puisque vous êtes le seul candidat en liste pour l'instant. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Ce sera votre 7e mandat. Oui. Vous avez d'ores et déjà annoncé que ce serait le dernier. Vous confirmez? Oui, non, mais même si j'ai envie de faire, je ne peux pas. Les statuts sont là pour pouvoir m'empêcher de le faire. Je ne peux pas changer les statuts, vous pouvez compter sur moi. C'est le dernier mandat. Si, cette fois-ci, je n'avais pas la possibilité, je n'allais pas me présenter. Mais les statuts me donnant le droit de le faire, j'ai accepté à l'appel de nos camarades qui m'ont demandé de me représenter et je suis donc candidat. Alors il y a encore de vastes chantiers au sein du football africain. Quel sera l'objectif numéro 1 lors de votre prochain mandat? Non, l'objectif numéro 1 au niveau de la Confédération, ça, ce n'est pas un secret, c'est la promotion du football. C'est la promotion du football au niveau du continent africain. Il faut pérenniser les acquis, il faut aller au-delà de ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui pour pouvoir être aussi compétitif que l'UEFA, aussi compétitif que l'Amérique du Sud du point de vue résultat. Dans d'autres compétitions, nous sommes plus que l'Amérique du Sud. Mais du point de vue résultat, nous n'avons pas encore gagné la Coupe du Monde. Tout ça, c'est des chantiers très importants que nous devons tout faire pour pouvoir engagé. Et comment vous allez faire ça? Vous allez faire ça au niveau de la CAF, où vous allez rétribuer financièrement plus les fédérations, vous allez faire confiance aux fédérations, ou ça va être plus centralisé? Non, de deux côtés. Au niveau de la Confédération africaine de football, nous allons engager toutes les mesures possibles et imaginables à travers les sponsors, à travers les ressources financières. Et au niveau des associations nationales, nous allons continuer, parce que quand vous le dites, c'est comme si on ne donne pas de l'argent aux associations nationales. Les associations nationales ont leur part. Je mets de côté celles qui participent aux compétitions de la CAF. Celles-là, nous leur redonnons ce que nous avons reçu à travers l'épreuve. Mais toutes les associations, les 54 associations nationales, ont une part d'argent que nous leur donnons dans le cadre du développement de leur siège, du développement de leur activité au sein de la fédération. Et cette somme restera la même? Non, ça dépend. Elle ne peut pas rester, elle n'existait pas il y a 3, 4, 5 ans. Maintenant, elle est venue parce qu'on a eu un sponsor qui nous a donné de l'argent. Si les sponsors diminuent, nous allons diminuer. Si les sponsors augmentent, nous allons augmenter. Alors parlons du grand tournoi organisé par la CAF, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, qui vient de se terminer en Afrique du Sud. Quelle équipe vous a marqué? S'il y avait une image à retenir, ce serait laquelle? C'est le Burkina. Pour être clair, c'est le Burkina parce que j'ai assisté à la Coupe d'Afrique des Nations en 2012.
cette équipe n'a pas gagné un seul point. Ils ont perdu leurs 3 matchs, je crois. Mais en tout cas, ils n'ont pas franchi le premier tour. Et vous avez vu ce qu'ils nous ont présenté comme football. Il y avait la correction, il y avait tout. Donc pour nous, au niveau de la Confédération africaine de football, c'est l'équipe que nous devons féliciter, que nous devons encourager. Parce qu'elle a fait le maximum et elle a produit un très beau football en finale de la Coupe d'Afrique des Nations devant que le Nigeria qui a gagné le trophée. Bon, évidemment, le Nigeria, c'est quand même un géant du football, pas seulement en Afrique, mais mondial. Et ce qui fait que, devant cette situation, je crois que les jeunes du Burkina n'ont pas pu, alors qu'ils avaient la possibilité d'égaliser. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils n'ont pas pu égaliser. Bon, ça, c'est un autre. Vous m'avez posé la question de savoir quelle est l'équipe qui nous a le plus impressionné. Je vous dis tout de suite sans réfléchir, c'est le Burkina. Voilà, alors cette fois-ci, il le dit, c'est clair, ce sera son dernier mandat finalement. Il l'avait déjà dit par le passé, il n'a pas tenu parole aujourd'hui. Et autre contre-vérité, c'est que les textes ont bel et bien été modifiés à une assemblée générale extraordinaire tenue aux Seychelles pour empêcher justement d'autres candidatures. En fait, on a voulu un peu durcir les choses pour que tout le monde, si vous n'avez pas été membre du comité exécutif, vous ne puissiez pas être habilité à vous présenter. Et c'était, dit-on, en direction justement du candidat ivoirien déclaré Jacques Anouma aujourd'hui, dont on se rappelle qu'il avait déjà reçu par le passé le soutien de quelques-uns de ses pairs africains. On va d'ailleurs aller revoir ce reportage de la télévision ivoirienne à l'époque où il avait reçu justement le soutien de ses pairs ouest-africains, mais surtout de Côte d'Ivoire, avec cet élément signé Benson Pierre Aka de RTI. Le candidat potentiel à la présidence de la Confédération africaine de football, Jacques Anouma, a rencontré la conférence des présidents de clubs de Côte d'Ivoire afin de lui faire part de son intention affirmée et confirmée dans le courrier de demande de parrainage déposé à la Fédération ivoirienne de football le 12 juillet dernier. Pour Jacques Anouma, en tant que président de la FAD, il était normal qu'il informe ses pairs de son intention de briguer la présidence de la CAF. La conférence des présidents de clubs qui se sont déplacés en grand nombre, par la voix de son président, Salif Bictogo, a dit ceci. Nous, club de Côte d'Ivoire, avons tous décidé de soutenir un des nôtres, c'est-à-dire le président Jacques Anouma, pour le porter au poste de président de la CAF par la grâce de Dieu et par la volonté de notre gouvernement. Le président Salif Bictogo a rajouté que le directeur de campagne de Jacques Anouma serait le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo. Ceci pour faire taire toutes les rumeurs de non-parrainage par la FIF de la candidature d'un Ivoirien, probable futur président de la CAF. Le moment viendra, vous verrez notre programme de déroulement au niveau de la direction des campagnes. La direction des campagnes, on n'est pas un meilleur directeur de campagne que le président de la Fédération ivoirienne de football lui-même. Rappelons que le dépôt de candidature à la Confédération africaine de football est prévu 90 jours avant l'élection, le 10 mars 2013. Voilà, on va revenir forcément sur cette information qui intéresse beaucoup de monde sur le sol africain parce que je m'en vais d'ailleurs accueillir notre invité par cette actualité. Maître Emmanuel Wakam, vous êtes le président de la Fédération camerounaise de karaté, mais beaucoup plus, on vous accueille aujourd'hui en votre qualité de secrétaire général de l'Union des fédérations africaines de karaté. Peut-être déjà pour revenir sur les conditions de votre élection, c'était au Maroc, c'est ça? Tout à fait. Voilà, comment ça s'est passé? Vous vous y attendiez quand même? Ben, disons que je ne vais pas parler d'élection, disons que c'est presque une cooptation, parce que le secrétaire général, l'ancien, s'appelait M. Mohamed Parizeau, qui était de nationalité béninoise, qui a eu des problèmes avec le conseil de discipline de l'Union des fédérations africaines. On l'a interpellé au Maroc pour s'expliquer les comportements déviants qu'il a eu lors des Jeux africains de Maputo, parce qu'il était à la fois président d'une confédération qu'on appelle le Zonkane, et secrétaire général de l'Union de fédération africaine de karaté. Et on a trouvé qu'il y avait un conflit d'intérêts par rapport à ça, parce que c'était beaucoup plus impliqué dans sa confédération par rapport au secrétaire général. Et à l'unanimité, lors du congrès, n'est-ce pas, de l'UFAC tenu au Maroc, le 7 septembre 2012, j'ai été porté, n'est-ce pas, à la tête du secrétaire général. Ça veut dire que là-bas, il n'y a pas de lutte de positionnement, peut-être parce qu'il y a moins d'enjeux comme en football et les autres sports collectifs, c'est ça?
Non, disons qu'au niveau de l'Union de fédération africaine de karaté, les tests sont suffisamment clairs. Je pense que nous ne modifions pas les statuts et à chaque élection correspond un mode de vote. Chez nous, il faudrait être, pour postuler à un poste au bureau exécutif, il faut tout simplement être président d'une fédération nationale et être à jour, n'est-ce pas, de ses cotisations. Et évidemment, vous portez votre candidature. Ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui en football, au niveau de la CAF, vous pouvez être amené à le condamner quand même, où il y a des tripatouillages, des textes qui visent à empêcher quelques candidatures. Pour le cas de M. Issa Hayatou, il avait d'ailleurs promis beaucoup de choses. La presse occidentale aujourd'hui les dénonce. Il avait promis la construction, par exemple, de quelques académies sur certains pays africains. On n'en a pas vu sur la plupart des terrains qui ont été réquisitionnés à cet effet. À ce niveau, comment vous pouvez comprendre cette volonté, on va le dire, de s'accrocher aux affaires? Mais disons qu'à mon avis, je peux avoir la volonté, je ne peux pas avoir les moyens. Moi, je ne veux pas faire un jugement de valeur par rapport à M. Issa Hayatou, qui a quand même été président de la Fédération camerounaise de football, qui dirige la CAF depuis longtemps, qui, je crois, est l'un des vice-présidents au niveau de la FIFA. Je pense qu'il a beaucoup de volonté. Maintenant, est-ce que les moyens suivent? Est-ce que tout autour de lui, n'est-ce pas, il s'est fixé, n'est-ce pas, il a mis suffisamment, n'est-ce pas, de mécanismes pour pouvoir avoir des moyens de sa politique? Bon, je pense que peut-être ce dernier mandat, comme il le dit, n'est-ce pas, lui permettra, n'est-ce pas, de réaliser tout ce qu'il a promis entre-temps, parce que, en réalité, en politique, je pense que les promesses n'engagent que... Il aurait été bien sage aussi de favoriser l'émergence d'autres candidatures aussi pour connaître, on va dire, une réelle redynamisation, on peut le dire. Bon, on va laisser de côté cette actualité pour aller vous questionner sur les choses qui vous concernent le plus aujourd'hui. Mais d'abord, on va rappeler que vous avez été à la base quand même d'un stage international qui s'est tenu au Cameroun par rapport au karaté, tout le long de la semaine, avec des experts qui sont venus de l'étranger aussi, et la participation de quelques pays de la sous-région, c'est de la zone 4, c'est ça? Tout à fait, zone 4. Voilà, alors dites-nous un peu à l'origine, qu'est-ce que vous avez voulu? Bon, disons que en janvier 2011, je me suis retrouvé à Paris, parce que dans mon plan d'action, j'avais dit que j'allais impliquer toutes les forces vives, n'est-ce pas, du karaté camerounais. J'ai rencontré donc des jeunes, en l'occurrence M. Maître Franck Essomba, qui est au Cameroun en ce moment, qui vit à Bordeaux, Maître Rodir Ngoué, Alain Sekapin et Maître Nama Ndemalex, qui vit aux États-Unis. Nous nous sommes retrouvés au cours d'une réunion à Paris en janvier 2011, comme je le disais. Nous nous sommes concertés, on a essayé de fédérer nos énergies, on a essayé n'est-ce pas, de rapprocher nos points divergents. Et nous nous sommes dit qu'il faudrait, au moment où je suis à la tête de la fédération, que la diaspora s'implique, n'est-ce pas, dans la gestion du karaté camerounais. Et pour le faire, ce n'est pas seulement les dons matériels, parce que chaque fois que vous recevez, n'est-ce pas, un don, la main qui donne écrase l'autre. J'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes dans des écoles de karaté, vous avez une formation, vous avez une autre manière de voir les choses. Une fois, n'est-ce pas, des diplômes d'instructeurs fédéraux obtenus, je souhaite que vous veniez au Cameroun, n'est-ce pas, pour dispenser ces cours, parce qu'au karaté camerounais, c'est tout sauf, n'est-ce pas, d'uniformisation, n'est-ce pas, dans la technique. Tout à fait, voilà. C'est ce qui s'est fait. D'ailleurs, on va y revenir, mais peut-être déjà parce qu'on a en fond l'image d'une jeune championne d'Afrique à Maputo récemment, la bien nommée Ngama Mendo Mogislène, effectivement. Voilà, on peut l'apercevoir, effectivement. Je crois que c'est l'une de vos satisfactions aujourd'hui sur le continent même. Oui, oui, oui. Disons que celle-là, c'est d'abord, elle a eu le prix de meilleure athlète de la Fédération camerounaise karaté pour notre olympiade, parce que imaginez-vous, les Jeux africains, n'est-ce pas, sont l'occasion où chaque fédération essaie de s'évaluer. C'est chaque 4 ans. Et c'est chaque 4 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer que depuis 1999, nous n'avions plus fait de médailles d'or aux Jeux africains? Et cette fille a battu une championne du monde, une Égyptienne, n'est-ce pas, pour être médaille d'or. Je pense que c'est une médaille qui valait vraiment son pesant. Mais aujourd'hui, dans l'entretien qu'elle nous a accordé, quand même, elle relève un certain nombre de manquements quand même. Il n'y a pas eu de suivi. Elle souhaiterait quand même, comme la plupart d'autres athlètes de la discipline, être suivie, encouragée peut-être par les pouvoirs publics aussi pour aller à un plus haut niveau. Oui, disons que le karaté n'est pas encore un sport olympique. Moi, je comprends la préoccupation des athlètes. Elle fait, je crois, 2e ou 3e année à l'université. Elle allie à la fois l'école et le karaté, ce qui est une bonne chose. Je pense qu'au niveau de la fédération, nous sommes toujours investis, n'est-ce pas, à ce qu'elle ne loupe aucune compétition. De temps en temps, on a contribué, mais vous savez que nous ne pouvons que faire par rapport à la politique de nos moyens. Maintenant, elle le dit si bien, je pense que la collaboration entre le ministère des Sports et la fédération devrait permettre, n'est-ce pas,
que des valeurs comme celle-là qu'on essaie, n'est-ce pas, de les préparer, non seulement pour leur insertion, parce qu'il faut savoir que les sportifs de haut niveau, une fois la carrière terminée, s'il n'a pas reçu dans son école, il faudrait quand même que nous pensions à ce que, de par le background qu'elle a, qu'elle soit insérée dans la vie. Voilà, maintenant parlons de ce stage international. Et là, on a en fond l'image d'un participant venu du Congo, notamment. Moussa Fiston. Voilà, Maître Moussa Fiston, effectivement, qui est arrivé et qui est content d'avoir pris part à ces enseignements-là parce qu'il estime que c'est assez rare d'abord. Donc c'était déjà bien que ça puisse avoir lieu. Et là, on peut dire que l'innovation, c'était beaucoup plus au niveau de la terminologie, au niveau de l'apprentissage. Il fallait réinculquer certaines valeurs de la pratique du karaté. Vous savez, si dans les religions on apprend l'humilité, dans les arts martiaux on apprend doublement l'humilité. Moi j'étais le premier à aborder mon kimono pour y être parce qu'avant d'être président, je suis d'abord pratiquant. Et je me suis assis pour me faire, n'est-ce pas, instruire par des élèves que nous avons formés. Je pense que pour cette compétition, nous n'avons pas fait des invitations spéciales au pays. Nous avons juste mis dans le Facebook et autres, et ceux qui ont pensé qu'ils avaient quelque chose à apprendre sont venus. C'est le cas, par exemple, de Fiston Moussa qui a vu et est arrivé au Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui, il est heureux de savoir que nous sommes capables de parler d'un langage karaté camerounais, non seulement camerounais, mais mondial, parce qu'il y a quand même une lexique, n'est-ce pas, il y a une dialectique par rapport au karaté. Je prends des exemples. Lorsqu'on parle d'un déplacement, les gens confondent déplacement avec la posture. Alors que déplacement, c'est par exemple des centres d'orientation avec des noms. Donc ceux-là sont venus transmettre ça, montrer comment c'est fait par exemple le secourisme, parce que c'est quand même un sport de combat. Ils sont spécialistes en matière de secourisme. Quand vous avez un combattant qui tombe dans une salle, il faut être capable, n'est-ce pas, de le secourir en attendant par exemple que le corps médical arrive. Donc je pense que nous sommes depuis 5 jours, nous sommes en train de bénéficier des coûts énormes et je pense que c'est tout à l'honneur du karaté camerounais. Voilà, l'autre actualité, avant de revenir et terminer avec le karaté qui vous concerne, dans votre pays, le Cameroun, on apprend qu'il y a aujourd'hui une guerre qui est menée par le ministère en charge des sports là-bas avec certaines fédérations dites fictives. Est-ce que vous êtes concerné, vous avez été épargné apparemment par rapport à cette opération d'assainissement? Mais disons que je pense que dans le communiqué du ministre, c'est suffisamment clair. Je pense qu'il y a eu une réunion le 21 et le 22 février dernier qui déterminait, n'est-ce pas, les fédérations avec l'apport des délégués régionaux. Parce que, imaginez, nous sommes à une période électorale où pendant 4 ans, les gens doivent gérer, n'est-ce pas, une continuité de service public en matière de sport. Le ministère devrait mettre sa politique en place par rapport au développement. Et lorsque nous on fait une évaluation comme celle-là, les délégués viennent, on demande par exemple un délégué qui est simplement comment est-ce que sont passées les élections dans vos régions. Mais on va se rendre compte à la fin qu'il y a des fédérations en fait qui n'existent que de par le président. Si je prends l'exemple par exemple du catch que je connais, qui était membre de la fédération, qui était une discipline affinitaire au niveau du karaté, par exemple de kung-fu ou bien de patin à roulette. Une fois que ces fédérations sortent pour créer des fédérations, est-ce qu'au moment du renouvellement, on entend qu'il y a eu l'élection, par exemple, des présidents dans les différentes ligues régionales? Je pense que peut-être le ministère des Sports prend cette décision tard, mais étant tutrice, n'est-ce pas, des fédérations, je pense que c'était la bienvenue de suspendre certaines fédérations. Pas pour les chasser, mais pour essayer de mettre l'ordre, parce que de tout n'est pas de suspendre, mais il faudrait en place maintenant qu'on mette en place un mécanisme qui permet de discuter, d'arranger, de faire des fédérations fortes à partir, n'est-ce pas, de ces groupuscules, n'est-ce pas, des micro-fédérations qui sont parties de ces papiers, justement parce que certains individus voulaient être présents de la fédération. C'est pourquoi moi, personnellement, ce n'est pas parce que je ne suis pas concerné, mais j'adhère à cette philosophie. Sur le plan africain, quelle est la confédération, dans votre confédération, donc, est-ce qu'elle reconnaît justement ces autres fédérations, associations nationales qui se sont un tout petit peu détachées de la fédération mère? Si vous regardez dans la carte géographique africaine, vous allez voir l'Union des fédérations africaines de karaté existe depuis 1987, qui est à Dakar. Et à l'intérieur, on dit l'Union des fédérations africaines ne reconnaît qu'une seule fédération par pays. Maintenant, lorsqu'on va dans d'autres confédérations, vous allez difficilement entendre en Afrique qu'il y a par exemple une fédération africaine de Kung Fu. Ou bien entendre qu'il y a une fédération africaine de patin à roulette. Ou bien une fédération africaine de catch. Donc je pense que l'Union des fédérations africaines admet le karaté et d'autres disciplines qui sont à l'intérieur pour les accompagner à pouvoir se construire. Parce que imaginez, si dans la fédération du Cameroun de karaté, il y a par exemple le Kung Fu, bien par exemple le catch, et qu'il y a dans 5 ou 6 pays comme ça, je pense que l'Union des fédérations de karaté peut les aider, n'est-ce pas, à pouvoir avoir, n'est-ce pas, leur fédération. Quand on prend la grande fédération française de karaté et d'autres disciplines, toutes ces fédérations, tous ces sports de combat se trouvent à l'intérieur, mais lorsqu'il y a des occasions de compétition, elles s'expriment. Mais au Cameroun, c'est difficile d'entendre qu'une compétition de catch ou de kung fu, c'est parfois entre Douala et Yaoundé, et quand il y a un renouvellement, c'est difficile. Donc je pense
Ok, donc pour vous, vous approuvez, moi j'approuve totalement les deux mains, voilà. ça, mais il faudrait maintenant accompagner cela parce que, en fait, ce n'est pas les dirigeants qui font problème. Mais ces jeunes qui ont adhéré, n'est-ce pas, à ces fédérations, comment est-ce qu'il faudrait qu'on les récupère, qu'on les encadre? Il ne faut pas qu'on les mette, n'est-ce pas, en perdition. Je pense qu'il faut mettre une philosophie, être très très positive, les donner suffisamment de temps, les encadrer pour que ces jeunes qui ont choisi pour le kung-fu, pour les autres sports ou bien la boxe, ne soient pas des pestiférés ou bien perdus, ou bien qu'ils ne soient pas des délinquants dans la vie. Voilà, on vous a compris, on reste avec vous, Maître Emmanuel Wakam du Cameroun. Donc, on va prendre vos conclusions tout à l'heure, en rappelant simplement que l'actualité dans votre pays, effectivement, c'est aussi et toujours ces fédérations qui n'ont pas été suspendues, mais qui pourraient voir certains de leurs présidents frappés d'inéligibilité. On parle notamment de la fédération de cyclisme, dont le président François Ndiélé est accusé de malversation financière. Idem pour la fédération camerounaise de boxe, dont le président Bertrand Magloire Mendouga a lui également été, on va le dire, accusé d'avoir opéré quelques ponctions sur le budget qui lui avait été alloué pour la participation des boxeurs camerounais en préparation aux Jeux Olympiques de Londres. Il y a dans le même registre le cas de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Et là, le président Jacques-Sébastien Bousse est accusé d'avoir détourné une bonne partie du pactole alloué à l'organisation de la dernière édition de la course de l'espoir. On peut les allier comme ça, nombreux dons, pour dire que l'ensemble du mouvement sportif camerounais est aujourd'hui gangréné par la faute de certains de ces acteurs qui sont purement et simplement, on va le dire, malveillants. On va aller faire un petit tour vers la fin de cette émission dans le sillage de l'actualité internationale. On commence avec le football, notamment les nouvelles du monde entier et la Coupe d'Angleterre, mais aussi la Coupe d'Allemagne. Tout ceci est regroupé dans un élément qui est donc préparé par nos confrères français. Il y aura également dans ce reportage des éléments relatifs au cyclisme, notamment, et au tennis également. Le quart de finale à Old Trafford s'annonce rude, mais en attendant, Chelsea n'a pas forcé son talent sur la pelouse de Middlesbrough en huitième de finale de la Cup. La première période est insipide, mais au retour des vestiaires, Ramirez donne l'avantage aux Blues. Sa frappe enroulée est déviée juste ce qu'il faut par le dos de Fernando Torres. Chelsea ne relâche pas son étreinte et à l'approche du dernier quart d'heure, Eden Hazard joue le 1-2 avec Oscar avant de servir Victor Moses. 2-0 score final, Chelsea s'est ressaisi après sa triste défaite face à Manchester City dimanche dernier. Middlesbrough est donc éliminé, mais il reste tout de même 3 clubs de deuxième division anglaise en quart de finale. Il y en aura forcément un dans le dernier carré puisque Millwall reçoit Blackburn. Le choc, c'est bien sûr Manchester United-Chelsea, à suivre également Manchester City-Barnsley ainsi qu'Everton-Wigan. Cette saison, le duel Bayern-Dortmund tourne systématiquement à l'avantage des Bavarois. Le club de la Ruhr compte déjà 17 points de retard en Bundesliga. Il a encore subi la loi des Munichois 7 fois en quart de finale de la Coupe d'Allemagne. Javi Martinez n'est pas loin d'ouvrir la marque à la 36e minute. Puis juste avant la pause, Arjen Robben nettoie la lucarne de Weidenfeller. Un but superbe et les félicitations de Jürgen Klopp pour l'international néerlandais, 1-0 à la pause. Même privé d'un Franck Ribéry suspendu, l'attaque du Bayern virevolte. Des décalages, de la vitesse et le talent de Thomas Müller. Toni Kroos bute sur Weidenfeller, mais les Bavarois s'imposent à l'Allianz Arena. Ils joueront les demi-finales de la Coupe d'Allemagne. Dans la douleur, Bourges rejoint le Final 8 d'Euroleague en disposant de Cracovie en match d'appui. Pourtant, sous l'impulsion d'Alan Abird, c'est Cracovie qui prend très rapidement le large. +8 pour les Polonaises à la fin du premier quart. Les Berruyères réagissent dans le deuxième acte à l'image de ce drive de Roman Berniès. À la pause, Cracovie ne mène plus que 27-24. Bourges continue sa remontée au retour des vestiaires et va retrouver son adresse près du cercle comme sur ce rebond offensif bien conclu par Andy Millem. Le quatrième quart est incroyablement serré, mais dans les moments chauds, les Françaises peuvent s'en remettre à l'inévitable Céline Dumerc. De lancer franc de la capitaine à près de 10 secondes du terme, scelle la victoire des tricolores. Succès difficile, mais succès tout de même pour les joueuses de Valérie Garnier qui continuent leur route en Coupe d'Europe. C'est un Novak Djokovic à deux visages qui a battu Roberto Bautista Agut au deuxième tour à Dubaï. Leur première opposition est d'abord à sens unique en faveur du Serbe, 23 minutes et 6-1 pour le numéro 1 mondial. Mais dans la deuxième manche, alors qu'il mène 5-3, Djokovic cède son engagement à l'Espagnol, surpuissant en coup droit.
C'est bien fait. Sous les yeux de Diego Maradona, Bautista Agut sauvera 4 balles de match, mais il craque dans le tie-break. Double faute qui envoie Djokovic en quart de finale. Prochain adversaire, l'Italien Andreas Seppi. Pour Roger Federer, ce fut en revanche beaucoup plus simple. Face à Marcel Granollers, le Suisse remporte 6-3 la première manche grâce à ce break réalisé en milieu de set. Le passing en bout de course, il est magnifique. Les fans du Suisse sont ravis. La deuxième manche est un soupçon plus disputé, mais le duel au filet est évidemment à l'avantage du numéro 2 mondial. Quintuple vainqueur et tenant du titre du tournoi, Federer s'impose en 1 heure et 11 minutes de jeu. En quart, il affrontera Nikolai Davydenko. Parmi les autres résultats, élimination surprise de Mikael Yodra, tombeur de Jo-Wilfried Tsonga. Hier, le francilien n'a pas trouvé la solution au deuxième tour. Il s'incline en 3-7 face à Dimitri Tursunov, 92e joueur mondial. Enfin, qualification de Thomas Berdych, récent finaliste du tournoi de Marseille, ainsi que de l'Argentin Juan Martín del Potro, tous deux en 2 manches. Peter Northug est allé au bout de lui-même. Le Norvégien a tout donné pour remporter le 15 km des championnats du monde de ski de fond à Val di Fiemme en Italie. Après avoir décroché l'argent sur le sprint individuel, il décroche l'or sur une distance sur laquelle il n'avait jusque-là jamais rien gagné. Dans les derniers kilomètres, le Norvégien a résisté au retour du Suédois Johan Olsson. En revanche, déception pour le Français Maurice Magnifica, qui visait une médaille et qui termine à la 18e place. Quelques jours après sa libération sous caution, Oscar Pistorius a décidé de rendre hommage à sa petite amie défunte Riva Steenkamp. C'est dans la maison de son oncle où réside actuellement l'athlète qu'a été organisé hier soir un service commémoratif. Y étaient conviés quelques proches de Pistorius, certains membres de sa famille. Rappelons que dans cette triste affaire, Oscar Pistorius est inculpé du meurtre avec préméditation de son ancienne compagne. Le jugement aura lieu le 4 juin prochain. En attendant, l'athlète s'est acquitté d'une caution de 86 000 € et a dû rendre son passeport. Il restera sous haute surveillance avec une interdiction de consommer de l'alcool ou de la drogue. Voilà, la suite avec du cyclisme, ce sera sans doute pour plus tard. Mais les news à l'international, on va continuer en plus bref. À présent, on va prendre les nouvelles très très rapidement. D'abord, du footballeur d'origine française du Barça, Eric Abidal. Donc, Abidal dont on dit qu'il est maintenant en mesure de reprendre le jeu sur le terrain. C'est une décision des médecins du club à la suite des déclarations de Sandro Rosell, le président du FC Barcelone, qui avait jugé que c'était aux médecins de dire si Abidal, qui avait été opéré du foie, était déjà en mesure de revenir sur le terrain. Alors, c'est chose faite, donc on devra peut-être sans doute bientôt le retrouver sur les stades européens, le défenseur français, peut-être aussi en équipe de France. On parle de Tony Parker, le basketteur français également, blessé à la cheville vendredi dernier, donc tout juste hier. Donc, blessé à la cheville gauche lors d'un match de la NBA entre San Antonio et Sacramento. Le meneur de jeu français, meilleur marqueur, s'est tordu la cheville à la réception d'un saut en extension à 5 minutes de la fin du 3e quart-temps et a dû être porté aux épaules jusqu'au vestiaire. Aujourd'hui, Tony Parker reste toujours regardé comme l'un des meilleurs basketteurs au monde. On lui souhaite de rapidement revenir, on va le dire, sur la scène mondiale. On parle de Lance Armstrong, le cycliste américain qui a été déchu de ses nombreux titres. Aujourd'hui, la déchéance se poursuit, ça se poursuit en cascade. On parle d'une probable déchéance également au niveau de la Légion d'honneur qui pourrait finalement lui retirer tout ce qui lui avait été concédé par rapport à cela. Donc aujourd'hui, c'est finalement la fin pour ce grand champion cycliste mondial qui avait émerveillé le monde entier. On parle de Zinedine Zidane, donc l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France aujourd'hui qui est annoncé dans les rangs du Real de Madrid. Mais ce serait bientôt peut-être pour l'année prochaine et on l'annonce précisément comme probable prochain entraîneur des jeunes, voilà, des jeunes du Real de Madrid. Là, je crois qu'on a en photo même son fils dont on dit qu'il serait peut-être sur les traces de son père. C'est une affaire à suivre. Patrice Evra, le défenseur sulfureux de l'équipe de France et de Manchester United, a finalement été disculpé par la Fédération française de football
par la voix du président Noël Le Graët lui-même sur une affaire de mœurs dont il a été accusé par une jeune fille de Londres qui était venue avec sa sœur dans une virée parisienne à l'invitation du footballeur français. Ils avaient pu être réservés dans un grand hôtel de la ville de Paris. Après une belle virée nocturne, le footballeur n'a trouvé pour seul moyen que de libérer la fille en question avec une somme de 200 €, ce que la demoiselle a jugé insuffisant et a donc décidé de tout dévoiler. Mais il ne sera pas sanctionné, Patrice Evra, par la Fédération française, qui estime que c'est une affaire qui relève de sa vie privée. Voilà, on parle de la Camerounaise, la Française d'origine camerounaise, Antoinette Nana Djimou, voilà à présent, qui a été sacrée championne encore une fois hier, donc au niveau de la compétition dans laquelle elle excelle du pentathlon, notamment c'était à Göteborg en Suède. Elle est bel et bien d'origine camerounaise, mais aujourd'hui naturalisée française, comme il est de coutume par rapport à ce qu'avaient déjà connu les Yannick Noah, les Françoise Mbango et tous les autres grands sportifs d'origine africaine qui prennent les couleurs françaises. Aujourd'hui, elle continue de permettre à la France d'engranger quelques médailles dans cette discipline. Et elle est bel et bien célébrée à sa juste valeur aujourd'hui par la presse française tout entière. Voilà, on termine avec Michel Platini, l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France, aujourd'hui reconverti comme dirigeant au niveau de l'UEFA, à la tête de l'UEFA depuis quelques années, par rapport à la Coupe du Monde 2022 du Qatar et le Qatar Gate qui avait été révélé par l'hebdomadaire France Football aujourd'hui. Michel Platini n'en démord pas. Il estime qu'on devrait permettre au Qatar d'organiser bel et bien sa Coupe du Monde, mais simplement on pourrait élargir pour que le Qatar puisse organiser cette haute compétition avec quelques autres nations qui lui sont voisines. C'est une affaire à suivre aujourd'hui par rapport à ce qui est considéré comme le Qatar Gate aujourd'hui. Voilà, on va conclure l'émission, mais on a une belle surprise pour vous à la fin, mais on revient à notre invité, le Camerounais Emmanuel Wakam, secrétaire général de l'Union des fédérations africaines de karaté. Alors, quels sont aujourd'hui les objectifs et les ambitions que vous avez par rapport à cette instance continentale? L'Union des fédérations africaines de karaté est gérée par un homme que j'appelle un palatin parce que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de choses au karaté africain, monsieur Mesbahi Mohamed Taha, qui est un Algérien, depuis 2007, qui a tête cette fédération, apporte beaucoup, vraiment d'une manière, n'est-ce pas, volontaire, c'est-à-dire que bénévole à l'Union des fédérations africaines. Et nous avons tenu à l'accompagner. Quand on dit nous, c'est le bureau exécutif, avec le Tunisien Béchi, Chérif Béchi, le Sénégalais Suleiman Gueye, le Congolais Djirono Okombi et tous les autres membres du bureau exécutif sont oubliés, n'est-ce pas, notre ami responsable de l'organisation, M. Yassine Arab, qui est un Algérien. Je pense que dans le plan d'action, d'abord au mois d'avril, il y a une visibilité maintenant, parce qu'au mois d'avril, nous allons partir au bureau exécutif, réunion bureau exécutif du côté d'Alger. Nous avons fait une circulaire à toutes les zones de développement, parce qu'il faut savoir que l'Union des fédérations africaines de karaté est divisée en 7 zones de développement. D'ici mi-août 2013, toutes les zones devaient, n'est-ce pas, finir leur tournoi dans ce qu'on appelle le TICA, tournoi international. Et au niveau de l'Union des fédérations africaines, du 26 août au 2 septembre 2013, on va organiser le championnat des moins de 21 ans, c'est-à-dire que les cadets, les juniors et les espoirs. Et vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, le karaté africain, quand même, à travers l'Égypte, est quand même champion du monde dans ces catégories-là. Et nous pensons que nous allons encourager, n'est-ce pas, les fédérations nationales qui sont membres, n'est-ce pas, non seulement à stabiliser dans le pays, mais chaque fois que l'occasion se présentera, l'Union des fédérations africaines va essayer d'apporter le praticable et les éléments de protection. Et peut-être continuer à vous battre également pour que la discipline puisse être admise comme discipline olympique. Vous savez qu'en 2020, là c'est notre cheval de bataille, nous avons sur la route de World of the K, c'est-à-dire que sur la route, n'est-ce pas, de l'olympisme, parce que nous pensons qu'avec des disciplines qui sont en train de sortir au profit, n'est-ce pas, de karaté, nous devons tout faire pour amener les autorités. Justement, il y a la lutte qui est sortie finalement. Tout à fait. Qui est sortie. Et vous savez que le karaté est bien inscrit. Et en 2020, il y a des chances, fortes chances que nous serons là parce que tous les pays africains ont pour credo sur la route, n'est-ce pas, de l'olympisme en 2020. Et nous allons accompagner le président de la Fédération mondiale, M. Espeno, n'est-ce pas, à atteindre cet objectif. Ce n'est qu'en ce temps-là que les karatékas, en fait, devraient vivre de leur art. Et nous sommes sûrs, Inch'Allah, qu'on va le réussir.
Merci à vous, Maître Emmanuel Wakam, d'avoir accepté d'être notre invité dans cette édition d'Afrique Sport. C'est pratiquement terminé. On vous demande de rester fidèle au programme, mais on ne vous quitte pas sans vous permettre de vous régaler avec un ensemble de réalisations, les buts de l'un des meilleurs footballeurs africains aujourd'hui, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, qui fait véritablement la fierté du continent aujourd'hui dans le championnat de Ligue 1 en France. On se retrouvera pour les éditions quotidiennes Sport Première à partir de lundi, mais surtout l'autre grande édition d'Afrique Foot, ce sera mardi à la même heure, voilà, même heure, je veux dire 20h GMT, voilà. Les buts de Patrick Pierre-Emerick Aubameyang, et tout de suite on dit merci à toute la réalisation et on se retrouve bien plus tard sur la chaîne panafricaine. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl you can handle. Baby we start so then you come up in park clothes. Girl I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me a perfect pitch, you got it my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it no fit, you never lose it. Can you blow my whistle baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, Here we go. While you work it, I'ma lay back, don't stop it.